Bonjour à tous. Cette semaine, deux vidéos, puisque je publie une vidéo qui ne concerne pas spécifiquement les mathématiques, mais le métier de la formation d'enseignant. J'ai animé cette semaine pour la 5e ou 4e année consécutive une formation qui s'appelle Éthique, positionnement, professionnalité du formateur académique pour les collègues qui préparent le CAFA. Et je me suis dit que j'allais, en très raccourci, parce que cette formation elle a duré 6 heures, j'allais vous présenter son contenu, puisque c'est le moment où pas mal de collègues préparent leur oral d'admissibilité, et peut-être cela peut leur être utile. Vous me direz. Alors, dans cette formation ici express, je vais aborder l'éthique du formateur, la déontologie de la formation. Je vais vraiment insister sur l'identité professionnelle, la professionnalité évidemment, l'andragogie. Alors, si vous êtes dans la position de passer l'oral d'admissibilité, ou si vous êtes formateur, je pense qu'il y a des questions qui sont intéressantes à se poser. Qui êtes-vous professionnellement? Comment vous définiriez-vous? Pourquoi passez-vous le CAFA? Et peut-être d'ailleurs, pourquoi ne le passez-vous pas? Et puis, pourquoi souhaitez-vous être formateur? Alors, voilà, vous réfléchissez de votre côté. Dans les préalables, on va du coup s'intéresser à ce que c'est qu'un formateur et à ce que c'est que l'acte de former. J'aime beaucoup cette photo qui, pour moi, illustre l'activité du formateur. Pour moi, le formateur, il arrive avec toute sa personnalité, avec tout son feuillage. Et en fait, face aux collègues, c'est comme un miroir. Il voit aussi qui il est, il voit le métier, et il doit accéder aux ramifications intellectuelles des collègues et à ses propres ramifications. Pour autant, il ne perd pas sa personnalité, il ne départit pas les collègues en face de lui de la leur, et tout en essayant de n'avoir aucun a priori, d'être bienveillant, exigeant, et de se concentrer sur les apprentissages, eh bien il va essayer de comprendre ce qui anime, ce qui manque à ses collègues. Voilà, ce qu'ils sont venus chercher aussi. Alors, formateur, c'est pour moi maintenant un métier. Comme je l'expliquais tout à l'heure aux collègues, longtemps, je suis prof depuis 25 ans et je forme depuis 23 ans, et longtemps j'ai considéré que formateur c'était une cerise sur le gâteau de l'enseignement. Une grosse cerise quand même, hein, et puis bien goûteuse. Mais je me suis rendu compte en passant moi-même le CAFA, lors de la première année où la certification a existé, que finalement, formateur, c'est un métier, c'est un autre métier qu'enseignant. Et il requiert des compétences vraiment spécifiques. Cela dit, évidemment, il ne suffit pas d'être enseignant pour être formateur. Et d'ailleurs, le CAFA, en cela, est très important parce que je ne vous dis pas qu'il faut absolument le passer, je sais qu'il y a des collègues qui ne veulent pas en entendre parler, mais en tout cas, son existence contribue à professionnaliser les formateurs, à développer une culture professionnelle de formation et sans doute à nous faire un travail sur notre identité professionnelle, en avoir une conscience claire. Alors l'identité professionnelle, évidemment, elle s'appuie sur l'identité personnelle et là aussi, il y a cette idée du coup de sincérité qui doit ne jamais quitter, à mon avis, le formateur. Pendant son évaluation, le jury va tester les capacités à pouvoir exercer le métier de formateur, mais il a aussi cherché à comprendre la personnalité de l'individu qui est en face de lui. Et j'ai lu dans un rapport de jury, le jury arrive à déceler la personnalité du candidat entre la présentation et l'entretien. Le jury va tester les connaissances, les compétences du candidat, mais aussi sa loyauté, sa force de conviction, sa motivation. On va reparler en particulier de la loyauté par la suite parce que c'est une question vive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un formateur? Patricia Tavignot, qui est chercheuse en sciences de l'éducation et qui a suivi mon mémoire, elle parle de la conception de soi au travail. C'est-à-dire que le formateur, il est toujours enseignant, mais son identité professionnelle varie, comme dans un changement de profession. On y reviendra plus tard avec une autre auteure. Et il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire que le formateur n'est pas un prolongement naturel du métier d'enseignant. Comme je le disais au préalable, il y a des gestes professionnels qui sont vraiment particuliers au métier de formateur, et là de formateur d'enseignant. Alors dans le BO que je cite sur cette diapositive,
L'action de formation est définie comme une action qui consiste à conduire un processus visant à une évolution des savoirs et des savoir-faire du professionnel à partir de ses connaissances, ses compétences, ses qualifications et ses besoins. On va revenir là-dessus. Parlons maintenant vraiment de l'éthique du formateur. En fait, la conduite du processus qui est décrit là, je trouve, est décrit avec deux entrées différentes mais tout à fait complémentaires, qui sont toutes les deux basées sur une idée de respect. D'une part, il y a le respect de la personne qu'on a en face de nous, qu'on reconnaît comme un professionnel. Donc il y a le principe d'éducabilité, on lui fait confiance, on sait que c'est une personne qui arrive avec sa personnalité, son histoire, ses joies, ses peines, etc., ses soucis du moment, ses fatigues, et puis ses enthousiasmes et ses envies, qui sont pour nous opaques, a priori, et auxquelles nous n'aurons pas forcément accès. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention, justement, à cette personne, parce que dans la mesure où nous ne pouvons pas la comprendre, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Et puis, ce dont nous partons aussi, c'est du fait que cette personne a des savoirs, des compétences, et qu'elle n'est pas là pour que nous lui apprenions tout. Il va falloir que nous comprenions ce qu'elle possède déjà pour pouvoir apporter ce qui vient en complément de tous ces savoirs et ces compétences. Et puis d'autre part, il y a un autre respect à avoir, c'est le respect de la commande. C'est-à-dire que dans la mesure où on conduit un processus et qu'on nous demande de proposer une évolution, de la mettre à disposition du collègue, parce que c'est quand même lui qui décide au final de ce qu'il fait, mais nous en tout cas on met à disposition, eh bien il y a aussi une éthique de la commande, et donc institutionnelle. Alors dans le BO, le formateur est présenté comme quelqu'un qui est très autonome, qui peut créer, inventer, qui planifie aussi, mais donc qui est aussi force de décision, de création et de décision, avec des normes, des règles, des valeurs. Donc là, on est complètement sur l'idée de déontologie, éventuellement d'éthique, on en reparlera tout à l'heure aussi, pour aider la personne en formation à développer sa réflexion et sa liberté d'initiative. Donc il est bien question de ne pas formater, même si on est formateur, il est question de cette mise à disposition dont je parlais, et de transmettre des outils pour que le collègue puisse ensuite continuer son chemin lui-même, de façon autonome, réfléchie. Ça me semble très important, parce que ça signifie que le formateur doit vraiment avoir intégré la notion d'éthique de façon très profonde, il doit la vivre, et se repérer du coup par rapport aux différents cadres de façon naturelle, maîtriser l'organisationnel, connaître les protocoles à suivre, respecter les normes de communication, produire et transmettre les traces nécessaires. Donc c'est vraiment un métier, et dans tout ce qu'il peut avoir, comme tous les métiers, de complexe et de spécifique. Alors là, c'est une activité que je propose dans la formation, donc si ça vous dit, eh ben, vous pourrez le faire. À partir du code de déontologie du métier de formateur et de formatrice élaboré par les étudiants et étudiantes de Philippe Mérieux en 2012, je propose aux collègues, je mettrai le document sur l'article du blog correspondant, des questions. D'abord, comment définirait-il éthique et déontologie? Pourquoi Mérieux, lui, a choisi un code de déontologie et pas un code éthique? Et puis, parmi les 21 articles qui sont proposés, lesquels vous semblent les plus importants et lesquels vous semblent les plus difficiles à réaliser. Alors là, c'est marqué, notez leur numéro dans le sondage, parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes collègues, mais il suffit voilà, que vous réfléchissiez à ce qui vous semble le plus difficile et d'abord le plus important. Alors, comment définir éthique et déontologie? L'éthique, ça concerne la morale, et la morale, en fait, est liée à une conception qui peut être personnelle, qui elle-même d'ailleurs revient sur l'éthique, donc ça boucle un peu comme définition. Mais dans l'éthique, il y a une notion de subjectivité et de contexte. Dans la déontologie, là, on est plutôt sur un ensemble de règles qui régissent une profession et qui sont déterminées à l'avance de façon la plus objective possible. Dans le Larousse, éthique, on apprend que ça vient de ethos, qui se réfère au caractère, aux coutumes, aux mœurs, alors que déontologie, c'est du grec déon, ce qu'il faut faire, et logos, le science,
la science, pardon. Donc là, voilà, on est plus sur effectivement une obligation plus extérieure. Alors pourquoi Mérieux a-t-il choisi le mot déontologie? Eh bien, il faudrait lui poser la question. Mais avec les collègues, ce qu'on est arrivé à se dire, c'est qu'en général, effectivement, l'éthique est plutôt dans un champ philosophique, social, voire affectif, alors que la déontologie est liée à la profession. Alors pour le formateur d'enseignant, évidemment que l'éthique, elle n'est pas facultative. Et d'ailleurs, moi, je pense que quand on exerce le métier d'enseignant, on a un référentiel de compétences de l'enseignant. Et il y a dans beaucoup de déontologie, en fait, il y a aussi de l'éthique, puisqu'il me semble très appuyé sur, au départ, des éléments éthiques, d'éthique personnelle. Et pour être formateur d'enseignant, évidemment qu'il faut avoir une certaine éthique comme pour être enseignant. Comme sans doute dans tous les métiers qui touchent à l'humain d'ailleurs. Alors peut-être que pour Monsieur Mérieux, l'idée du mot déontologie, c'est justement de pouvoir revendiquer certains des articles que ses étudiants ont choisis, comme ne se rapportant pas uniquement à l'éthique, comme le 7 par exemple, mais comme devenant une règle, une norme professionnelle. Sans doute aussi, et là ça a été l'avis de mes collègues aujourd'hui, y a-t-il là-dedans l'idée de reconnaissance d'un métier, le fait de chercher à ce que nous nous détachions de notre subjectivité pour objectiver un maximum. Après, les collègues m'ont dit aussi que les deux notions, de toute façon, sont nécessaires pour exercer le métier de formateur et qu'il faut donc savoir les associer. Et peut-être que l'un se nourrit de l'autre, d'ailleurs. En tout cas, l'un doit se nourrir de l'autre. Peut-être que l'autre ne se nourrit pas de l'un. Et puis, un collègue a dit, et ça m'a beaucoup intéressé, nos valeurs personnelles ne doivent pas interférer avec ses valeurs professionnelles. Et là, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, parce que sur le coup, je me suis dit, oh bah non, ah bah si, oh bah non, ah bah si. Et j'en suis restée à peu près là. Je pense qu'en fait, ça dépend. Donc je vais vous laisser sur cette incertitude, mais je suis normande en même temps. Donc j'assume. Des collègues ont aussi écrit que Philippe Mérieux, en choisissant ce terme, se place en fait de l'extérieur. Il n'est pas formateur et il cherche à faire faire un pas de côté aux étudiants qui suivent ce master. Et donc, il pense, mes collègues, qu'il veut dissocier justement ce code de l'affect, en fait, des formateurs. Et le collègue qui a écrit ça m'a dit, je pense qu'au contraire, toi, donc là il parle de moi, tu as choisi dans ta formation le terme éthique parce que justement, toi, tu es formatrice, tu es donc parmi nous aujourd'hui et tu te positionnes comme pair avec l'identité professionnelle et l'identité personnelle de l'individu. Et du coup, toi, tu fais appel aux valeurs et à la personnalité de chacun. Et en fait, je n'avais pas vraiment modélisé tout ça comme ça, mais je crois bien qu'il a raison, ce collègue. Ensuite, j'ai demandé, je vous l'avais dit tout à l'heure aux collègues, quels articles leur paraissent les plus importants et les plus difficiles à réaliser. Alors, je passe juste rapidement sur ces diapos-là, mais je vais déposer le diaporama dans un article, donc vous pourrez le retrouver. Et puis comme ça, vous pourrez regarder comment vous vous positionnez par rapport à ça. Alors voici ce qui, cette année, a semblé prioritaire aux collègues. Donc, je vous laisse vous arrêter sur la diapo si vous voulez. J'insiste juste sur le fait que l'item 16 est représenté. Et voici ce que les années précédentes, les collègues avaient désigné comme item prioritaire. Vous voyez qu'il y a quand même une assez grande variabilité, que pratiquement tous les items sont représentés chaque année et que le 16 est quand même, je pense sur les 4 ans, un grand gagnant. Sur ce qui semble difficile, alors voilà ce que les collègues ont répondu cette année. Là, c'est beaucoup plus irrégulier et c'est le cas tous les ans. Le 16 d'ailleurs réapparaît cette année, ainsi que d'autres items. Alors on en a discuté entre nous, parce qu'il y avait des choses qui surprenaient certains collègues. Et voilà ce qu'il en était pour les années précédentes. Alors sur les fondamentaux, la confidentialité d'abord, parce que sans ça, en fait, on ne mérite juste pas la confiance. De la même façon, il faut faire très attention à ne pas chercher à créer une connivence contre quelque chose ou quelqu'un, ou une institution toute fumeuse qu'elle soit. Ce serait une erreur stratégique d'abord, parce que ça ne paiera pas au final. Et ce serait une faute déontologique et éthique. C'est trop facile de dire aux collègues
que oh bah oui, tel inspecteur ou tel, enfin ce que vous voulez, nous non plus, on n'est pas d'accord et tout. C'est pas le moment. On est là pour faire passer des contenus, on est là pour faire passer des savoirs, des compétences. Si on n'est pas d'accord d'ailleurs avec cela, eh ben, il suffit de ne pas assurer la formation, de la refuser au moment où on nous la confie, de dire bah non, là, ça c'est pas pour moi. Ou en tout cas, on m'a toujours écouté quand c'était le cas. Et de la même façon, quand on fait le bilan à un chef, il faut faire attention à ne pas régler ses comptes. S'il y a des choses à dire, il faut les dire, évidemment. Mais de la façon la plus neutre et réfléchie possible. L'implication en continu. Alors la phase de négociation, elle n'est en général pas intégrée au dispositif de formation, mais pour autant, je trouve en tant que formateur que c'est très important de la mener, éventuellement par téléphone ou par mail, mais si c'est possible en présentiel. Et puis, alors s'adapter au fonctionnement, évidemment, c'est-à-dire que les heures de restauration, elles sont décidées par l'établissement, même si ça ne nous arrange pas. Et les heures de récré aussi pour les collègues, ça peut être important pour aller voir leurs collègues en salle des profs. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter. Et puis, on assure un suivi après le stage, évidemment, pour continuer à être en contact avec les collègues. De la même façon, sur les contraintes matérielles, il faut être très explicite avant. Il faut préciser de quoi on a besoin, parce qu'on n'est pas la reine d'Angleterre qui arrive dans un établissement et comment ça, j'ai pas de vidéo et 40 ordinateurs. Mais bon, les formateurs le savent et évidemment, ils n'agissent pas comme ça. Alors la compétence, ben voilà, c'est tout ça par exemple. Mais la compétence évite pas forcément d'être mauvais. Vous pouvez vous planter sur une formation sans pour autant être incompétent. Mais on n'arrête pas de dire à nos élèves que se tromper, ça arrive, c'est normal, ça dépend de plein de choses, et puis que ça permet aussi d'apprendre et de rebondir. Et ce principe d'éducabilité ne vaut pas que pour les élèves et nos collègues en formation, il vaut aussi pour nous. Donc même avec toute la compétence du monde, il y a des choses qui nous échappent, qui parfois dépendent de nous pourtant, hein, et parfois pas. Et voilà, on peut se planter. Et on va s'en remettre. Et il faut apprendre à s'en remettre, je pense. C'est important. Le respect vient avant tout, cela dit, de la compétence et de la façon dont l'implication du formateur est perçue. Moi, je me souviens des formations au collège, par exemple, de la réforme, qui pouvaient démarrer de façon compliquée. J'ai bien eu l'impression que des collègues respectaient finalement le dispositif de formation parce qu'ils savaient que j'avais bossé. Et que ça, c'est quelque chose que les collègues reconnaissent. Après, bon, bah, y a aussi des moments où ça peut mal se passer, hein, puis c'est pas forcément de votre faute non plus. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Le langage aussi utilisé est important. La façon dont on s'exprime, dont on se tient, tout ce qui est vraiment posture physique et puis langagière, évidemment, reflète qui vous êtes et ce que vous cherchez à obtenir. Se décentrer, naturellement, être ouvert aux autres, ne pas catégoriser les collègues, ne pas avoir d'a priori, les accepter tels qu'ils sont, comme je le disais au départ. Le formateur, il est là pour les collègues, il n'est pas là pour se mettre en valeur. Et de la même façon, là, il ne va évidemment pas juger, il va chercher à comprendre, rappeler éventuellement le cadre, rester toujours maître de soi. Et puis s'adapter en permanence. Alors, mettre en activité dès que possible, mais il faut que ce soit des activités qui soient productives et utiles. Les collègues en ont souvent ras-le-bol des activités où on les met en petits groupes pour qu'ils discutent, et puis ils ont l'impression qu'en fait, ou qu'ils élaborent quelque chose, ils ont l'impression qu'en fait, c'est eux qui travaillent pour le formateur. Donc, il faut être très explicite dans ces attendus pour que chacun sache exactement pourquoi on est là, pourquoi on le fait, qu'il y ait une véritable réflexivité, qu'on puisse différencier aussi, qu'on puisse proposer des choses différentes à faire aux collègues en formation, soit dans l'objet, soit dans la façon de les faire, pour répondre aux attentes des collègues. Évidemment, faire preuve de délicatesse et de diplomatie, c'est pas facile d'être stagiaire. En plus, pour les enseignants qui ont un rapport à l'évaluation qui est très particulier, à l'évaluation de leur métier à eux-mêmes, de leur geste professionnel. Les enseignants, ils sont scrupuleux, ils sont réflexifs, ils sont sérieux, ils travaillent, ils veulent la réussite de leurs élèves. Se retrouver en formation, c'est aussi du coup risquer un changement qui peut les mettre en déséquilibre, qui peut leur donner l'impression qu'ils ne font pas bien les choses ou qu'ils ne les ont pas bien faites jusqu'ici. Et ça aussi, ça se respecte. Donc ils sont fragiles, nos collègues, de la même façon que nous le sommes.
J'ajouterais d'ailleurs, pour en finir avec ça, que le formateur ne doit absolument pas avoir une idée de contrôle. Il doit rejeter toute idée de contrôle ou de supériorité, je dirais même de plan de carrière, parce que le formateur il n'est pas du tout là pour ça, et puis d'ailleurs si c'est pour ça il s'est peut-être trompé. Il est parmi ses pairs, il a quelque chose à leur faire partager, à leur proposer, parce qu'il en a envie, parce qu'il pense qu'il peut être utile et que ça va se diffuser auprès des élèves. Et à partir de là, voilà, il n'y a rien de caché, mais il n'y a pas non plus de pouvoir, il n'y a pas de question de pouvoir là-dedans. Alors, sur la loyauté institutionnelle, c'est vraiment une question qui est assez épineuse, parce que on peut le voir comme, oui, si on est formateur, d'une certaine façon, on représente l'institution de l'éducation nationale, et donc il faut respecter cette institution, ses pilotes, et accepter l'intercatégorialité. Et d'un autre côté, certains collègues ou formateurs disent « Ah oui, mais alors ça veut dire qu'en fait tu te vends, quoi ». Mais non, il n'est pas question de vendre qui que ce soit. L'idée, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on ne va pas nier notre personnalité, on ne va certainement pas promouvoir ce en quoi on ne croit pas. Il faut juste savoir de quoi on est capable, ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Voilà, c'est tout. À partir de là, ça ne me semble pas très compliqué. On peut toujours dire non. En revanche, une fois qu'on a dit oui, on le fait. On a une commande et donc on a cette éthique de la commande à respecter. Alors enfin, dans un guide CAFA-CAFIPEM, j'ai lu « Il n'est pas concevable qu'un candidat aux fonctions de formateur ne soit pas au courant des évolutions importantes et récentes de notre métier ». Alors à ce moment-là où j'avais lu ce rapport, ce qui était cité par exemple, c'était la loi de refondation, les nouveaux programmes, la refonte du socle, la rénovation d'écoles prioritaires, l'évaluation, la réforme du collège, la réforme du lycée, le PPCR, etc. Et donc le formateur académique doit connaître le contexte académique, ses performances, sa politique, ses orientations stratégiques, donc le plan académique, et les équivalents au niveau national. Alors par exemple, cette année, je suis allée sur le site d'EduScol et puis j'ai regardé un petit peu ce qui s'y trouve. C'est assez pertinent, justement, je trouve. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi cela d'ailleurs comme illustration. Parce qu'on y voit beaucoup de choses. On y voit l'inclusion avec la langue des signes, on y voit le plan de continuité pédagogique avec l'actualité, la laïcité encore malheureusement avec l'actualité et puis avec de toute façon cette question importante. Et puis on y voit aussi le lycée professionnel, à ne surtout pas oublier. Et quand on passe le CAFA, donc on est second degré, mais il n'empêche qu'on doit, si on est dans la sphère du général, connaître ce qui se passe en lycée professionnel, côté apprentissage, etc. Connaître ce qui se passe au collège, au lycée, dans l'université, et puis aussi savoir ce qui se passe à l'école. Et là, en fait, on retrouve tout ça. Ça me semble important de pouvoir sortir de sa sphère uniquement disciplinaire et surtout de connaître le système éducatif dans son ensemble. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le connaître en détail, mais en connaître les grandes orientations semble nécessaire pour un formateur. Sur education.gouv, voilà, on trouve d'autres éléments. Évidemment qu'un document comme pour l'école de la confiance, il me semble qu'il faut l'avoir lu. Le Grenelle de l'éducation est dans l'actualité en ce moment. L'école inclusive, évidemment, c'est un grand thème. En ce moment, c'est le bazar avec le Covid, donc il y a des adaptations qu'il faut qu'on suive du point de vue des examens. Et puis, tout ce qui est publication, rapports, statistiques, l'ADEP, Teams, PISA, etc. sont aussi évidemment des éléments à suivre parce qu'ils sont importants et qu'on va avoir des collègues qui vont y faire référence, donc il faut pouvoir leur en parler. Le positionnement académique est de nature un petit peu différente, puisque là on est vraiment sur du local avec des initiatives qui vont être locales. Alors là moi j'ai pris évidemment par chez moi en Normandie, moi je suis en haut là dans le 76. Et ce qui me semble intéressant ici, par exemple, c'est de voir qu'on fait référence aux nuits de la lecture. Je l'évoque parce qu'il y a quand même des choses qui, à mon avis, sont incontournables, quel que soit le type de formateur que vous êtes. C'est-à-dire que tout ce qui est la parole de l'élève, l'inclusion, la lecture, l'éducation prioritaire, la laïcité, l'EMC en général, ça concerne tout le monde. L'EMC n'est pas le fait uniquement du prof d'histoire-géo. Apprendre à lire ou réapprendre à lire n'est pas uniquement le fait du prof de lettres. D'ailleurs, je vous rappelle que ni les profs de lettres ni les enseignants, professeurs des écoles n'ont forcément suivi une formation pour apprendre à lire aux enfants. Donc ça, ce sont des choses qui nous concernent absolument tous, en tant qu'enseignants et en tant que formateurs. Alors ensuite,
la professionnalité, pardon, les liens avec la recherche. Donc nous sommes aussi là pour faire le lien entre la recherche et le terrain, en essayant de décloisonner, de combler les fossés, de permettre la communication entre les différents interlocuteurs. Et là, je pense vraiment que le formateur, il a comme mission d'apporter les contenus de recherche sur le terrain en ayant déjà réfléchi à comment on peut les mettre en œuvre. Je pense que s'il y a un fossé pareil qui persiste parfois pas, mais entre la recherche et le terrain, c'est que on amène des contenus de recherche dont nous on est persuadés qu'ils sont absolument fondamentaux, peut-être parce qu'on les a digérés différemment, puisqu'on a eu le temps de les étudier, mais ils ne peuvent pas porter tout de suite parce que les collègues ne vont pas forcément voir comment vous les mettriez en pratique. Donc là, à mon avis, il faut être vraiment concret, pouvoir montrer des expérimentations qui ont réussi et qui ont raté. C'est aussi important de montrer aux collègues qu'on se loupe. Moi, il y a certaines sessions de formation où ça a été passionnant. J'apportais aux collègues un dispositif dans lequel, avec les élèves, je m'étais plantée. C'était une heure qui n'avait pas fonctionné. Déjà, c'était intéressant pour eux de voir qu'un formateur, ça se plante, parce qu'en fait, il est fait comme tout le monde. Et puis, à partir de là, on réfléchit à pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est une question de contexte? Est-ce que c'est une question d'activité? Et en tout cas, c'est certainement pas une question de recherche, puisqu'au début, j'avais des contenus qui m'avaient bien convaincue. Et on peut essayer de reconstruire comme ça. Et puis, on va peut-être s'engager justement sur des expérimentations communes. On va aller dans les classes les uns des autres. Et ça va être super intéressant. Donc, je pense vraiment qu'il faut être concret, avoir des productions, des traces d'élèves, des vidéos, des enregistrements, des photos, pour leur montrer ce que ça donne en vrai, dans la vraie vie, parce que c'est là qu'on est, dans la vraie vie. Et les chercheurs aussi sont dans la vraie vie. De la même façon, donc, Olivier Molini, il dit qu'il est simpliste d'opposer la flexibilité du questionnement scientifique, où tout serait possible, à la rigidité du questionnement pratique, où ça je peux pas avec les miens parce que dans ma circonscription c'est pas possible, ou dans mon établissement ça ils n'en seront pas capables. Il faut qu'on réussisse à faire dépasser ça aux collègues. Ça veut dire qu'il faut qu'on l'ait déjà dépassé nous-mêmes. Je vous ai déjà parlé de la culture professionnelle du formateur, donc je n'y reviens pas, et puis la continuité des apprentissages dont nous devons avoir conscience. Et nous avons parlé, j'y reviens maintenant, de l'andragogie. Donc l'andragogie, c'est l'équivalent de la pédagogie, mais chez les adultes. Et je vous pose la question, là tout de suite, des différences qu'il peut y avoir entre pédagogie et andragogie. Alors Florence Gomez, dans un hors-série de Spirale de 1997, ça date, qui s'appelle « Représentation et identité professionnelle du formateur d'enseignants », elle parle de l'idée de parité, et elle explique que les stagiaires voient dans les formateurs parfois des modèles ou des anti-modèles. À mon avis, il faudrait arriver à ce que les stagiaires voient, lors des formations, des modèles ou des anti-modèles d'activité et de pratique pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout l'individu qui compte, c'est l'activité qui est proposée. D'ailleurs, on devrait pouvoir demander aux collègues en formation, à n'importe quel moment, à ton avis, pourquoi je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te faire passer? Qu'est-ce que toi, tu apprends pour pouvoir continuer à rester bien focalisé sur les apprentissages. D'autre part, l'enseignant, il s'est construit une image, alors c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'on a beaucoup de reconversions de nouveaux enseignants qui arrivent après des reconversions professionnelles, mais ce sont encore souvent des personnes qui étaient attachées à l'école, qui ont bien vécu leur école, voire comme moi qui ont passé toute leur vie à partir de 3 ans. Et en fait, ça détermine la façon dont les enseignants vont pouvoir apprendre et ce qu'ils vont apprendre. Donc, il y a aussi une différence quand même entre les formés enseignants et sans doute les formés d'autres métiers. C'est que les formés enseignants sont eux-mêmes formateurs de jeunes, quoi. Voilà. Et ça crée des tensions, effectivement, qui peuvent sans doute compliquer les choses. Ça, plus le rapport à l'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un petit peu compliqué. Ensuite, une particularité entre andragogie et pédagogie, ce sont les émotions. C'est-à-dire que les émotions de l'enfant et les émotions de l'adulte ne sont pas les mêmes. On sait que les émotions impactent les apprentissages, que le stress, par exemple, bloque les apprentissages. Ça, c'est pareil chez tout le monde. Mais ça ne se développe pas, ça ne se manifeste pas de la même façon chez l'enfant et chez l'adulte. En fait, le formateur, il doit s'appliquer à créer un sentiment de sécurité pour ses stagiaires, pour leur permettre de se mettre en déséquilibre.
Les stagiaires ne vont accepter de se mettre en déséquilibre que s'ils savent que s'ils se cassent la binette, on va les ramasser ou les empêcher de tomber, et qu'en tout cas, ça va être constructif. Et ça, alors c'est un peu comme en classe, c'est-à-dire que d'une part, il y a les situations pédagogiques, les situations didactiques, d'autre part, il y a la gestion du groupe, la façon dont le groupe interagit et vit, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, chez les enfants et chez les adultes. Donc il va falloir qu'on accompagne nos collègues qui vont ressentir une appréhension face à ce qu'ils considèrent comme un changement qui peut être menaçant, qui leur demande d'accepter de modifier leurs pratiques de façon plus ou moins implicite et qui va impliquer à un moment ou à un autre de se lancer dans l'inconnu, de façon consciente ou inconsciente. Si c'est conscient, on va pouvoir agir dessus. Si c'est inconscient, c'est encore plus compliqué. Mais la nature et la gestion des émotions sont fondamentalement différentes chez les élèves, chez les enseignants, chez les étudiants. Donc évidemment, tout ça est très variable. Et puis, il y a aussi le fait que les enseignants vivent... Alors, ce n'est pas à proprement parler un changement de métier, encore que, on a des disciplines qui disparaissent et qui obligent les enseignants à vraiment changer de métier. Mais les réformes successives font que ces changements très rapprochés ces dernières années et très conséquents plongent les enseignants dans une peur. La peur de ne pas savoir s'adapter. La peur de ne pas savoir s'adapter parce qu'ils sont trop jeunes, la peur de ne plus savoir s'adapter parce qu'ils sont trop vieux, la peur de ne pas savoir s'adapter parce que ça concerne leur discipline et leur représentation profonde. Donc en tout cas, toutes ces résistances-là, Yvette Racine, elle ne parle pas des enseignants au départ, mais je crois des métiers de télécommunication. Mais il n'empêche que c'est d'autant plus compliqué et que se mettre en position de fragilité, c'est plus simple sous le regard d'une personne qualifiée, qu'on a identifiée comme telle, et dont on sait qu'on n'aura rien à craindre. Alors j'avais posé la question en début de matinée, en début de formation aujourd'hui, pourquoi voulez-vous être formateur? Et voilà un nuage de mots qui représente, donc de façon proportionnelle à l'occurrence des mots cités par mes collègues formés, leur représentation de la formation. Alors je vous laisse juste un tout petit moment pour que vous puissiez noter que cette année, et je pense que c'est lié en particulier au confinement et au contexte social actuel, que les collègues ont justement cité les collègues, qu'ils ont beaucoup dit « j'aime former, j'aime partager, j'aime transmettre, j'aime échanger, j'aime réfléchir ». Et ça c'est un petit peu différent des années précédentes. Je vous montre le nuage de l'année dernière. Donc le nuage, alors je ne l'avais pas formé non plus de la même façon, hein. C'est vraiment pas volontaire du tout, c'est juste que j'ai changé de logiciel parce que celui de l'année dernière n'existe plus. L'année dernière, j'avais des choses qui étaient beaucoup plus procédurales. Et là, je trouve que, alors les collègues m'ont dit ce matin qu'ils trouvaient qu'on était beaucoup plus fleur bleue cette année, mais il y a peut-être un petit aspect plus tourné vers de l'humain. Alors, pas du tout dans ce que sont les collègues. L'année dernière aussi, les collègues, ils étaient tournés vers l'humain. Mais dans ce qu'ils disaient l'année dernière, comme on était encore en visuel, on était ensemble, on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu là, sans doute que ça a eu un impact quand même. Alors, j'avais proposé ensuite aux collègues, et donc je vous propose de le faire de votre côté si vous voulez, d'étudier en fait le référentiel de compétences du formateur, donc cette fois le référentiel institutionnel, qui a été fait en intercatégorialité dans son élaboration et qu'il faut évidemment absolument connaître quand on veut être formateur. Et ce que je vous propose, c'est deux choses différentes. D'une part, si vous passez l'oral du CAFA d'admissibilité, je vous conseille de très très bien le connaître. Donc peut-être vous pouvez prendre le document que moi j'ai organisé de façon alphabétique, pour essayer de le regrouper, tous ces items-là, dans les catégories initiales, originales. Comme ça, vous allez voir si vous le connaissez bien, puis vous allez peut-être ressentir différemment sa logique. Mais si vous en avez envie, vous pouvez aussi prendre toutes ces compétences et les regrouper comme ça vous chante. Je trouve ça intéressant, moi, de garder un contenu, mais de l'assembler différemment en se demandant ce que soit aujourd'hui on en ferait. C'est pas du tout une critique par rapport au référentiel tel qu'il est, mais c'est un exercice que je trouve intéressant pour se l'approprier différemment. Alors, les 4 domaines initiaux, les voici. Je vous dispense de leur classification. Vous pouvez la trouver très facilement sur Internet. Et puis, si vous êtes formateur, de toute façon, vous avez déjà les documents. Pour finir, je voudrais vous présenter des apports de différents chercheurs, justement, sur la formation. Alors,
Michel Vial, d'abord, disparu prématurément, et c'est bien dommage parce que c'est un monsieur qui m'intéressait vraiment énormément. Michel Vial, il propose d'assumer deux logiques différentes en formation. La logique d'accompagnement, qui est un peu l'idéal du formateur. On contextualise, on privilégie l'humain, on synthétise, on encourage, on développe, on fait pousser, on tutore, on valorise. Ce qui sont des compétences très importantes pour le formateur, effectivement, avec l'idée vraiment d'impulsion, de donner à débattre. Et puis d'un autre côté, la logique de guidage, qui est absolument nécessaire pour que ça puisse fonctionner. La logique de guidage, par exemple, elle permet de surplomber, mais pas de surplomber du point de vue de nos savoirs ou de nos compétences, pas de juger ou quoi que ce soit, mais de surplomber pour prendre du recul, pour regarder ce qui se passe et pour apporter de l'objectivité. Le guidage permet aussi que ça fonctionne, tout simplement. On planifie, on est opérationnel, on prévoit. Et puis, ça peut aussi être de certifier, c'est-à-dire d'aller rapporter à des pilotes, à des cadres, que des collègues se sont lancés dans telle démarche, dans telle activité, et qu'il faut le retenir, parce que c'est important aussi pour leur carrière à eux. Je trouve important de pouvoir assumer les deux, parce qu'on a parfois l'impression que c'est contradictoire. Et en fait, c'est pas contradictoire si on le vit d'une façon... on ne peut pas faire les deux en même temps, en fait. Par contre, on passe de l'une à l'autre en permanence, mais c'est important de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et de savoir ce qu'on est en train de faire. Chaliès, lui, il parle plus du tutorat. Il parle d'un passage d'une relation de conseil à une culture de collaboration, et j'aime beaucoup son cocktail là, de confiance, de partage, d'engagement émotionnel. Moi, ça me parle beaucoup. Après, je pense que ça dépend en fait de qui vous êtes. Ça dépend de quel formateur vous êtes, vous voulez être, et aussi de qui vous êtes en tant que personne. J'aime aussi beaucoup l'idée de défi. Ça me plaît beaucoup. De réflexion ou d'évaluation. Ce matin, une collègue a proposé qu'à la place du mot évaluer, on puisse utiliser le mot positionner, ce que j'ai bien aimé aussi. Muller, évidemment, qui fait référence à l'ami critique. Alors, je ne suis pas fan de l'expression ami critique, moi personnellement, mais on s'en fiche en fait. Par contre, j'aime beaucoup cette citation de lui. D'abord, je trouve que c'est important parce que, encore faut-il être perçu comme ça. Il ne suffit pas de se vivre soi-même avec toutes ses qualités. Il faut gagner la confiance et l'estime pour le devenir. C'est donc une transformation qu'on va opérer aussi grâce aux collègues. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que l'ami critique, il n'est pas neutre et qu'il défend l'unité éducative sans familiarité avec les enseignants. C'est-à-dire qu'il aide, parce qu'au final, ce qu'on veut, nous, c'est atteindre les élèves. C'est pour les élèves qu'on travaille toujours et ils ne quittent jamais nos pensées. Et que on n'est pas là, en fait, pour guérir les individus, pour les réparer. Ça aussi, d'ailleurs, Vial le dit, qu'on ne fait pas de la réparation d'individus, même si, évidemment, on est humain et on va chercher aussi à aider notre prochain, mais ce n'est pas dans le cadre de notre métier de formateur. Par contre, on va chercher à améliorer l'unité éducative de la façon la plus objective possible pour qu'elle soit efficace et harmonieuse. L'étoile de l'IFE, évidemment, du Centre Alain Savary. Donc, elle est hyper connue, cette étoile, et c'est vrai que aujourd'hui, en la présentant, je l'ai un peu redécouverte, alors que pourtant je la connais vraiment très très bien. Mais justement, peut-être parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas réexploitée, je la trouve très intéressante dans tous ses aspects. D'abord, l'idée de partir d'un vrai sujet de difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans la réalité et on aborde quelque chose qui pose problème. C'est pour ça qu'on est là. On annonce ne pas avoir toutes les réponses. On est faillible, on ne sait pas tout. On est là, pair parmi nos collègues, avec cette envie de partager ces savoirs qu'on a accumulés. Mais on ne sait pas tout et on va avancer avec eux. Pour soigner le collectif, ça aussi j'aime bien l'idée de collectif parce que dans notre métier c'est vraiment compliqué. Et la controverse. Controverse, je trouve que c'est un mot qui doit être au cœur du métier de formateur. On a le droit de ne pas être d'accord entre nous, c'est pas grave, ça ne nous remet pas en cause sur le plan personnel. Et c'est plutôt beau la controverse, c'est comme ça qu'on va échanger, qu'on va modifier nos idées. Et puis ensuite, parmi tout ce qui est indiqué sur l'étoile, tout est pertinent et hyper synthétique, faire connaître le prescrit pour ne pas en rester aux idées préconçues, lire ensemble le réel, parce qu'encore une fois c'est là qu'on est, accompagner dans la durée, je vous en ai déjà parlé, oser les outils et ne pas hésiter à aller les chercher là où ils existent,
tout en citant nos sources évidemment, hein, en ne volant pas, mais en pillant les gens qui veulent bien qu'on les pille, et en les reconnaissant comme tels, et puis évidemment partager les références. De toute façon, le site de l'IFE, comme le CNESCO par exemple, sont des ressources, des sources qui sont en béton, et sur lesquelles voilà, là, vous pouvez aller les yeux fermés, sauf qu'il vaudrait mieux les avoir grands ouverts justement, où vous pouvez trouver des tas de choses vraiment formidables et qui font vraiment avancer notre professionnalité sans condescendance, sans du tout qu'il y ait des donneurs de leçons, et aussi sans faux semblant. Voilà, donc c'est vraiment des super ressources. Pour finir, je vous invite de votre côté à réfléchir aux enjeux spécifiques de la formation initiale et de la formation continue. Je pense que c'est assez différent. Et même au sein de la formation initiale, je pense qu'il y a encore des différences entre des dispositifs tels que le tutorat et les dispositifs de formation initiale en INSP. Et je vais vous laisser réfléchir de votre côté. Voilà. Et je vous remercie de votre attention si vous avez tenu le coup jusqu'au bout. Cette vidéo s'adressait vraiment à un petit public, hein, vraiment très ciblé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, dont je pourrais enrichir justement ce petit dispositif en toute modestie. Voilà. Ben, si vous passez le CAFA, bon courage, allez-y, croyez-y. Si ça ne marche pas, recommencez, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous le passez, c'est que vous avez envie ou intérêt à le passer. Et ben, il faut y aller. Restez vous-même, faites-vous confiance, et essayez d'être en équilibre, parce que c'est un beau projet. Et former, c'est un beau métier. À bientôt.